Lorsque la guerre de l'anneau prit fin et que l'ombre de Sauron s'estompa, tous crurent la mission de Gandalf accomplie. Mais loin des chants et des légendes, le magicien blanc savait que son voyage n'était pas terminé. Au-delà des frontières connues de la Terre du Milieu, là où les cartes se taisent et où les histoires commencent à murmurer, se cache un mystère irrésolu. Deux êtres envoyés avec lui depuis l'Ouest avaient disparu dans les immensités de l'Est, et nul ne savait s'ils avaient péri, trahi ou découvert quelque chose de bien plus dangereux. On les appelait les magiciens bleus. Tandis que Saruman succombait au pouvoir et que Radagast se perdait dans la verdure, ils se rendirent là où les ténèbres étaient les plus profondes, vers des terres sans nom, des royaumes sans lumière, des régions que même les elfes évitaient. Gandalf ne pouvait quitter ce monde sans savoir ce qu'ils étaient devenus. Car s'ils avaient péri, alors peut-être l'ombre de Sauron n'avait-elle pas disparu, mais s'était simplement déplacée. Voici l'histoire du chemin que Gandalf n'a jamais raconté, le dernier chemin caché avant qu'il ne quitte à jamais les rivages de la Terre du Milieu. Dans les années qui suivirent la chute de Sauron, la paix revint dans de nombreuses régions de la Terre du Milieu. Les cités furent reconstruites, les royaumes rétablis et les vieilles blessures commencèrent lentement à se cicatriser. Mais tandis que le monde se tournait vers l'avenir, l'esprit de Gandalf restait fixé sur ce qui demeurait caché. Il savait que le mal ne meurt pas toujours, parfois il se retire, attend et change de forme. Depuis son arrivée en Terre du Milieu, 5 Istari avaient été envoyés pour aider les peuples dans leur lutte contre les ténèbres. Saruman, Radagast, les 2 magiciens bleus et lui-même. De ces 5, presque tous avaient échoué. Saruman avait chuté, corrompu par son ambition. Radagast s'était égaré loin de sa véritable vocation, perdu parmi les bêtes et les forêts. Mais des magiciens bleus, on ne savait rien. Rares étaient ceux qui se souvenaient même de leur nom, et encore moins nombreux étaient ceux qui connaissaient de leur voix. Gandalf, cependant, ne les oublia jamais. Ils étaient arrivés ensemble en Terre du Milieu, mais tandis que Gandalf et Saruman se dirigèrent vers l'ouest, les 2 magiciens bleus prirent la direction de l'est. Là, au-delà du Rhône et du Kand, s'étendaient des contrées dont même les elfes parlaient à peine. Là régnaient des rois étrangers, des cultes obscurs et des puissances antiques qui existaient bien avant l'avènement de Sauron. Gandalf savait que c'était précisément dans ces régions que les racines du mal sommeillaient encore, des racines qui n'avaient jamais été complètement déracinées. Et si les magiciens bleus y avaient succombé? Et s'ils avaient, comme Saruman, succombé à la tentation et recherché leur propre pouvoir? Ou pire encore, et s'ils avaient découvert quelque chose que même Sauron n'avait que partiellement maîtrisé? Ces questions entêtent Gandalf. Car si de nouvelles ombres se levaient à l'est et que personne ne les retenait, alors un jour un nouveau seigneur des ténèbres s'élèverait, non pas le retour de Sauron, mais une force étrangère, imprévisible. La sagesse de Gandalf lui disait que les véritables menaces ne se cachent pas toujours là où on les attend. La guerre de l'anneau était bruyante, massive, visible partout, mais les changements les plus dangereux commencent souvent dans le silence, en secret, au-delà des frontières du monde connu. Une partie de sa tâche était accomplie, mais une autre, plus ancienne et plus profonde, ne l'était pas. Avant de quitter la Terre du Milieu, avant de voguer vers l'ouest et de voir son temps parmi les mortels s'achever, Gandalf devait savoir quel sort attendait les mages bleus, non par curiosité mais par devoir. Tant que leur histoire resterait inachevée, son propre voyage ne pourrait pas s'achever. Et ainsi, dans son esprit, une nouvelle quête, l'ultime, commença. Une quête qui le poussait toujours plus loin vers l'est par la pensée et la mémoire, là où aucun chant ni aucune chronique ne pouvait l'atteindre, là où seul le silence et la vérité qu'il recèle. Plus Gandalf méditait sur les mages bleus, plus il comprenait à quel point leur destin était étrangement lié au sien. Ils n'étaient pas de simples Istari, ils étaient un mystère dont même les sages n'évoquaient presque jamais le sujet.
On parlait de mission à l'ouest, de bataille, de rois et d'ombres, mais ce qui se passait à l'est restait un mystère. Et ce mystère troublait Gandalf plus que n'importe quel danger connu. Les deux mages avaient reçu une mission sans pareille. Ils n'avaient pas été envoyés pour conseiller ouvertement ni pour guider les rois. Leur tâche était plus discrète, plus invisible, plus périlleuse. Ils devaient perturber l'œuvre de Sauron dans ces contrées lointaines où son nom était à peine connu, mais où son pouvoir était profond. Des peuples qui n'avaient jamais vu d'elfes et dont aucun chant n'avait jamais été entonné servaient de sombres idoles et des puissances oubliées. C'est là que les mages bleus furent envoyés, non pour régner, mais pour semer, murmurer, saper. Mais plus Gandalf vivait, plus il doutait que cette mission ait jamais été accomplie. Car s'ils avaient échoué, non seulement ils s'étaient perdus eux-mêmes, mais ils avaient abandonné des nations entières aux ténèbres. Et s'ils avaient succombé, alors ils étaient peut-être devenus pires encore que Saruman, non pas des ennemis déclarés, mais des seigneurs cachés, des sorciers invisibles aux enseignements étrangers, aux cultes oubliés et au pouvoir jamais évoqué en conseil. Cette possibilité hantait les nuits de Gandalf. L'idée que, quelque part au-delà des cartes connues, marchaient deux êtres qui avaient été comme lui, des serviteurs de la lumière, et qui étaient désormais peut-être les maîtres d'une nouvelle ombre silencieuse. Mais il y avait un autre espoir, l'espoir qu'ils aient résisté, qu'ils aient œuvré en secret à l'insu des chroniques et des légendes, qu'ils aient forgé des alliances, déjoué des rébellions, éveillé des peuples sans que personne ne le sache. Si tel était le cas, alors ils n'avaient pas échoué. Ils avaient connu un succès supérieur à celui de tous les autres, précisément parce que personne ne connaissait leur nom. Cette possibilité emplit Gandalf d'une crainte silencieuse, car la véritable grandeur, il le savait, ne requiert aucune gloire. Pourtant, rien n'était certain. Et à une époque de bouleversement, l'incertitude est plus dangereuse que n'importe quelle menace connue. Si l'Ouest s'élevait et que de nouveaux royaumes prospéraient, tandis que de nouvelles ténèbres s'étendaient à l'Est, l'équilibre du monde ne serait rétabli que superficiellement. Gandalf comprenait qu'une paix bâtie sur l'ignorance n'est rien de plus qu'un bref répit avant la tempête. C'est pourquoi il regardait constamment vers l'Est, en pensée, en vision, dans une appréhension silencieuse. Il entendait au plus profond de lui un écho d'avertissements ancestraux, comme si quelqu'un l'appelait par son nom, au loin, par-delà les montagnes, les déserts et les mers. Un appel discret mais inéluctable. Avant de pouvoir pénétrer dans les havres gris, avant de pouvoir rejoindre le dernier navire, il devait suivre cet écho. Il devait savoir si les mages bleus faisaient encore partie de ce monde, et si oui, de quel côté ils se trouvaient. Car s'ils avaient chuté, l'ombre n'avait nullement disparu. Elle avait simplement changé de couleur. Au fil des années, tandis que le jour approchait où le dernier navire voguerait vers l'ouest, Gandalf était de plus en plus convaincu que sa mission en Terre du Milieu puisait ses racines non seulement à l'ouest, mais aussi à l'est. C'était comme si un fil invisible le reliait à ces deux figures qui avaient jadis foulé le rivage à ses côtés avant de disparaître des récits. Il se souvenait de leur arrivée, 5 silhouettes vêtues de gris, de blanc, de brun et d'un bleu profond. Ensemble, ils se tenaient sur le rivage, encore étrangers dans le monde des mortels, mais unis par le même dessein. Ils parlaient donc d'espoir, de service, de retenue. Et déjà alors, les êtres bleus avaient tourné leur regard vers l'est comme s'ils entendaient un appel que les autres ne pouvaient percevoir. Peut-être pressentaient-ils déjà que leur chemin les mènerait là où aucun conseil, aucune étoile, aucun chant ne pourrait les guider. Gandalf lui-même n'avait jamais voyagé jusqu'aux confins des terres orientales, mais il aperçut les traces laissées par l'Est, des guerriers venus de royaumes lointains, des bannières aux symboles indéchiffrables en Occident, des peuples aux récits d'idoles et de sombres merveilles. Dans toutes ces ombres, il pressentait que quelque part derrière elles œuvrait celui qu'il avait jadis appelé frère.
Ce n'était pas seulement l'inquiétude pour deux Istari égarés qui le motivaient. C'était la prise de conscience que leur histoire faisait écho à la sienne. Ils avaient tous été envoyés avec un seul commandement. Non pas régner, non pas contraindre, mais fortifier, enseigner et avertir. Saruman avait transgressé ce commandement et avait été brisé par ses propres actes. Radagast l'avait perdu de vue. Gandalf s'y était accroché avec difficulté, mais les Bleus, nul ne savait s'ils avaient seulement eu le choix de lui rester fidèles. Peut-être combattaient-ils dans une guerre jamais comptée en Occident. Peut-être avaient-ils sauvé des royaumes entiers de la subjugation totale de Sauron. Peut-être avait-on forcé leur destin à l'échec pour qu'ailleurs l'espoir puisse renaître. Mais l'inverse était tout aussi plausible. Et c'était précisément cette tension qui poussait Gandalf à chercher la réponse. Il savait que le monde n'était pas fait que de victoires, mais aussi de défaites cachées. Si deux Istari avaient sombré dans les ténèbres à l'Est, il ne s'agissait pas d'un simple échec personnel, mais d'une blessure dans le tissu de l'histoire. Une blessure qui pouvait se rouvrir à tout moment. Au fond de lui, il se demandait ce qu'il serait devenu s'il était parti à l'Est plutôt qu'à l'Ouest. Si, au lieu d'accompagner hobbits et hommes, il avait prêché dans des cités étrangères, servi des peuples inconnus et combattu des noms que personne à l'Ouest ne connaissait. Peut-être alors se serait-il demandé si le gris était encore de leur côté, ou si, comme Saruman, il avait choisi sa propre voie. Dans cette question, Gandalf reconnaissait aussi son propre reflet, car les Istari se ressemblaient d'eux plus qu'ils n'y paraissaient. Chacun d'eux portait le même genre de pouvoir, le même fardeau de la limitation, le même combat intérieur entre savoir et humilité. Le fait qu'il ait connu une fin différente de celle de Saruman n'était pas un mérite acquis, mais le fruit de choix, d'épreuves et de la grâce. Et qui pouvait dire quelles épreuves les Istari avaient endurées? Ainsi, leur recherche devint pour Gandalf bien plus qu'une simple mission. Elle devint une quête ultime de compréhension. Il ne voulait pas seulement savoir s'ils avaient dévié ou s'ils étaient restés fidèles. Il voulait saisir ce que leur destin révélait de la volonté des Valar, des limites des Istari et de l'avenir de la Terre du Milieu. Car lorsque 2 des 5 émissaires envoyés en Orient disparurent sans laisser de traces, ce n'était pas un détail, mais un message. Un message que lui seul, peut-être, pouvait véritablement déchiffrer avant de quitter ce monde. C'est ainsi que Gandalf, qui avait vu tant de batailles, parcouru tant de chemins et touché tant de cœurs, se retrouva au terme de sa vie, confronté à une question bien plus personnelle qu'il n'y paraissait. Qu'advint-il de ceux qui avaient emprunté la même voie que lui et l'avaient quitté à un carrefour d'où nul ne revient? La réponse à cette question ne se contenterait pas d'apaiser sa conscience. Elle déterminerait aussi s'il avait véritablement laissé la Terre du Milieu dans un état où la lumière avait une chance de triompher. Dans le calme des jours précédant son départ, tandis que les ports de l'Ouest s'emplissaient d'impatience et que les derniers rayons du soleil se reflétaient sur les flots, Gandalf sentait ses pensées le tirer sans cesse dans une autre direction. Loin des navires, loin de l'Ouest, loin de la paix qui lui était offerte. Son esprit vagabonda une dernière fois à travers les plaines infinies de l'Est, par-delà les déserts, les steppes et les royaumes oubliés, là où les cartes des hommes s'arrêtaient et où seules les conjectures subsistaient. Il savait qu'il n'avait plus le temps de parcourir ce chemin. Pourtant, il devait l'achever de tout son cœur et de toute son âme. Car en vérité, ce n'était pas seulement le destin des mages bleus qui le préoccupait, mais aussi celui de sa propre quête. Les Istari n'avaient pas été envoyés pour conquérir, mais pour empêcher le monde de sombrer entièrement dans les ténèbres. Si les Bleus avaient réussi à œuvrer en secret, même sans gloire, sans remerciement, et sans que personne ne prononce jamais leur nom, alors leur mission était accomplie. Dans ce cas, Gandalf pouvait partir, sachant que même à l'Est, une étincelle de résistance subsisterait longtemps après sa disparition. Mais s'ils avaient succombé, s'ils s'étaient laissés séduire par la peur, la solitude ou le pouvoir,
Alors un vide subsistait, un espace où de nouvelles ombres pouvaient se développer. Gandalf connaissait trop bien cette pensée, car il avait vu avec quelle facilité un magicien pouvait s'égarer du droit chemin. La chute de Saruman prouvait que la sagesse seule n'offrait aucune protection. Et pourtant, au milieu de tous ces doutes, Gandalf trouva soudain un réconfort inattendu, car il reconnut quelque chose qu'il n'avait jamais vu aussi clairement auparavant. Le monde n'a jamais été conçu pour être parfaitement sûr. Il est fait pour se souvenir, apprendre et aller de l'avant malgré toutes les erreurs, malgré toutes les pertes, malgré toutes les questions sans réponse. C'était peut-être précisément ce que les mages bleus lui avaient enseigné sans jamais prononcer un mot. Que même un chemin inachevé peut avoir sa raison d'être. Que toutes les histoires n'ont pas besoin d'une fin dramatique pour être significatives, et cet espoir véritable subsiste parfois là où personne ne regarde. À cet instant, Gandalf lâcha prise sur l'Est, non pas qu'il eût cessé de s'inquiéter, mais parce qu'il comprenait que tout n'avait pas à être accompli par lui. Le monde appartenait désormais aux hommes, aux siècles à venir, au choix des mortels. Il avait fait sa part du mieux qu'il put. Alors qu'il montait enfin à bord du navire et que le vent gonflait les voiles, il jeta un dernier regard en arrière vers la terre du milieu, aux forêts qu'il avait protégées, aux cités qu'il avait sauvées, aux chemins qu'il avait parcourus. Et quelque part, par-delà les montagnes et les mers, par-delà les souvenirs et les légendes, il espérait que deux silhouettes vêtues de bleu avaient trouvé leur propre voie et que ce chemin, si obscur fût-il, avait servi la lumière. Sur cette pensée, Gandalf ferma les yeux tandis que le navire glissait dans la brume, non pas avec certitude, mais avec paix. Car parfois, la vraie sagesse réside dans la reconnaissance de l'inconnu et dans le fait de s'en remettre au monde.